Ja, goeie avond iedereen. Van harte welkom op onze Lita-avond. Om deze avond nogmaals een mooi bedrijf voorgesteld te krijgen en te horen en te luisteren. Bienvenue à tout le monde sur notre soirée Lita. À nouveau une belle occasion pour entendre une société, une belle société qui veut se développer, qui fait appel à nos investissements, à votre portefeuille pour pouvoir l'aider à se développer. In 2 woorden gewoon nogmaals herhalen hoe de zaken in elkaar steken. Gedurende, wel, het zal een beetje anders verlopen dan over het algemeen het geval is. We zullen hier samen met Alexandre, die Evoluno zal voorstellen, een soort spel van vragen en antwoorden spelen, waar ik bepaalde vragen zal stellen aan Alexandre, waar wij het op voorhand reeds over akkoord waren, waar hij op zal antwoorden, terwijl u dan ook telkens op uw beurt bijkomende vragen kunt stellen. En die vragen moet u stellen door rechts onderaan op uw scherm op question te klikken en daar de vragen te stellen die u wilt stellen. Gelieve het liever daar te doen dan op de chat die daarnaast zit, omdat er anders wat verwarring mogelijk is. Donc, je disais très rapidement, avant de laisser la parole à Evoluno et son directeur général Alexandre, vous rappelez le fonctionnement, qui sera un peu différent cette fois-ci par rapport aux autres fois, en ce sens que nous allons procéder par un jeu de questions-réponses, où je poserai 7-8 questions définies à l'avance avec Alexandre, auxquelles il répondra coup par coup, et pendant lesquelles je vous propose de poser à votre tour des questions subsidiaires ou complémentaires dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. Essayez de le faire sous l'onglet questions et pas sous l'onglet chat, sinon ça confond un petit peu les propos et j'ai de la peine à trouver les questions qui sont posées. Donc tout de suite, donner l'occasion, mais avant ça, je simplement vous signaler, j'ai le grand plaisir de fêter mon 3e anniversaire aujourd'hui chez Lita. Ça fait 3 ans que j'y suis et ça fait 3 ans où je suis vraiment, je dirais, dans un tout grand bonheur de pouvoir faire ce que nous faisons, c'est-à-dire contribuer à la façon de Lita, c'est-à-dire en permettant aux entreprises à impact de se financer et d'être, je dirais, à même d'affronter un développement futur. C'est l'occasion de rencontrer un écosystème qui est formidable, des gens, des entrepreneurs qui chacun ont des idées extraordinaires. Et j'avoue que venant d'un monde plus traditionnel, j'y découvre un écosystème que je trouve fabuleux. Dus in 2 woorden, vandaag mijn 3e verjaardag bij Lita. Dat is nu 3 jaar dat ik daar bezig ben en het een fantastische job kan meemaken, waar ik dag in dag uit met fantastische mensen mijn werk, een ecosysteem ontdek met vele ondernemers die echt een fantastisch doel hebben om maatschappelijk proberen positief in te spelen op de huidige crisis, bij wijze van spreken. Dus welkom iedereen, bienvenue à tout le monde, et je vais tout de suite laisser la parole à Alexandre, en commençant par lui poser une toute première question. Alexandre, quels sont les défis ou quel est le défi sociétal que veut relever Evoluno? Welk is de maatschappelijke uitdaging die Evoluno wilt opnemen vandaag? Je te laisse la parole, Alexandre. Merci Vincent. Voilà, ravi d'être là avec vous pour parler d'Evoluno et plus largement aussi de la santé mentale et de comment est-ce qu'on peut changer les choses en entreprise et ailleurs, pour un maximum de gens. Bon anniversaire Vincent pour tes 3 ans. Donc on espère qu'il y aura encore de longues années de bonheur. Et moi c'est vrai que je suis aussi effectivement ravi de pouvoir à travailler à la fois dans le monde entrepreneurial parce que c'est une passion et en même temps travailler vers un impact réel pour notre société. Et donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir ce double ressort pour la motivation
et et de voir aussi les gens autour de nous de plus en plus nombreux qui nous soutiennent, qui soient effectivement investisseurs, mais aussi clients évidemment, ou autres voilà, ou autres stakeholders comme on dit, hein, parties prenantes autour de nous qui nous aident. Donc goedenavond iedereen, ik ben blij om hier te zijn. Eerste vraag van Vincent is dus rond de impact. Dus ik heb ook in slides. De slides zijn in het Engels, mais je vais répondre quand même plutôt en français. Mais voilà, le problème est énorme. Moi, j'étais cadre entreprise, j'étais consultant. Donc, j'ai vu des dizaines d'entreprises et je me suis rendu compte que le problème était toujours quand même similaire. C'est-à-dire que les difficultés ne sont pas bien gérées en entreprise. Elles émanent pas uniquement de l'entreprise, mais quand même en partie. Et donc, il est vraiment important de changer la donne, de changer la manière dont on adresse la santé mentale, parce que c'est un facteur clé de santé, tout simplement, de santé tout court. Ça, c'est la première raison. L'autre, c'est aussi que voilà, ça a un impact pour les entreprises au niveau de leur performance, de productivité, de leur rétention. Et enfin, ça a un impact sociétal important. Et donc là, pour l'impact sociétal, il est extrêmement important. On a plus 66% d'augmentation des burn-out sur les 4 dernières années, enfin jusqu'en 2022, je pense. Donc, c'est énorme. Parce qu'on parle quand même de gros chiffres, hein, donc c'est pas une petite base dont on parle. On estime d'après Sciences Anno que 14% des populations belges auraient besoin de soins liés à la santé mentale. On a un jeune sur 3 qui souffre d'anxiété ou de dépression, ou en tout cas de symptômes graves qui sont identifiables à cela, donc c'est quand même énorme aussi. Et in fine, on a 500 000 personnes en congé c'est pas vraiment des congés, mais en absence de longue durée en Belgique, dont 40% sont liés à des troubles de santé mentale. Donc on a plus de personnes en maladie longue durée en Belgique que de personnes au chômage, et une grosse partie de ces personnes sont pour des troubles liés à la santé mentale. Donc c'est vraiment important d'agir parce qu'on a un gros problème déjà énorme, mais qui en plus est en train de s'aggraver. Alors que le problème de chômage, il a plutôt tendance à diminuer ces dernières années, surtout en Flandre, mais aussi en Wallonie et à Bruxelles. Et donc on a vraiment voilà deux problèmes qui sont importants chacun séparément et qui sont malheureusement pas très bien traités. Et donc notre mission, c'est de changer un peu l'approche, changer la donne et vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, si on a ce résultat-là, malgré tout ce qui existe, et il existe des choses, c'est qu'on fait les choses de travers. Et donc, on a pris une approche différente, qui est une approche plutôt liée sur des bases de changement d'entreprise, hein, donc théorie du changement, etc., et moins les approches classiques qui sont liées à ce qu'on appelle les risques psychosociaux, détection de risques, etc., où en fait, personne n'aime être identifié comme un risque. En fait, si je vous dis vous êtes à risque, vous allez me dire sûrement, mais non, ça va, je vais gérer. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment changer la donne, avoir une approche beaucoup plus positive, inclusive et efficace pour gérer la santé mentale et les risques psychosociaux. Et donc, notre approche, ça a été d'avoir une approche digital first. Une solution qui combine les actions individuelles et collectives, le support humain digital et le tout intégré dans une suite complète, on y reviendra, avec un impact qu'on espère important. Ça, je vous laisse lire à droite. Voilà, le nombre de gens qu'on veut aider, le nombre d'utilisateurs. On a aussi une ambition quand même d'aider ailleurs. On est en contact avec on a déjà des soutiens, on travaille déjà pour beaucoup d'organisations publiques et privées, et pourquoi pas dans le futur, effectivement, les enseignants, et voilà, et vraiment arriver à ce changement aussi sociétal qui passera par une compréhension différente de ce qu'est la santé mentale, une approche différente, et aussi évidemment quelque chose de beaucoup plus efficace aussi dans la manière dont on approche. Voilà. Alors, je t'interromps, Alexandre. La question suivante, évidemment, elle coule de source. Quel est le produit? Comment est structuré le produit que vous vendez? Next Donc, slide. Next slide, oui. Je maîtrise. Je peux changer les slides, mais donc on est effectivement une solution assez complète avec plusieurs aspects. L'aspect monitoring, l'aspect auto-amélioration, l'aspect aide humaine, donc si l'auto-amélioration ne suffit pas ou les gens préfèrent, et l'aspect enfin promotion, comme je parlais d'une approche efficace promotion de la santé mentale. Donc l'aspect monitoring, c'est quoi? C'est de pouvoir dire que chacun puisse répondre à une enquête assez courte, de 5 minutes, tous les 2-3 mois. Donc on est dans un baromètre agile. Il faut savoir que la loi demande de faire un plan de prévention et donc souvent une enquête qui est liée tous les 5 ans. Donc pour vous dire à quel point la loi est obsolète. Imaginez
les entreprises qui ont fait un plan, une enquête il y a 5 ans, c'était avant le Covid, avant la guerre, avant la crise d'énergie. Autant dire que leur plan, il n'est pas du tout valable. Donc nous, évidemment, on modernise ça avec quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus agile, avec une enquête aussi qui est spécifique parce qu'elle donne des recommandations. Donc c'est pas juste merci d'avoir répondu, comme si vous avez déjà répondu à des enquêtes, c'est souvent le cas, mais c'est ah ben voilà maintenant, sur base de ce que vous m'avez dit, voilà ce que vous pouvez faire. Peut-être suivre un parcours d'amélioration sur la gestion du stress, par exemple, ou sur le sommeil, et vous pouvez directement prendre action et suivre ce parcours. Je reviendrai après sur comment exactement. Et ça donne aussi, de manière agrégée, des insights, donc des résultats aux ressources humaines en temps réel pour se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des départements qui ont des problèmes plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent de manière générale au niveau des risques, c'est-à-dire l'organisation du travail, par exemple, mais aussi au niveau des symptômes. Tiens, le sommeil, tout le monde dort mal, ou la charge émotionnelle est trop élevée. Et ça, c'est vraiment important pour permettre à la fois le changement individuel, mais aussi le changement collectif, évidemment, parce que parfois, ça ne suffit pas que tout le monde s'améliore. S'il y a vraiment un département avec des gros problèmes d'organisation ou un management toxique, ça peut arriver aussi. Il faut pouvoir intervenir de manière beaucoup plus spécifique et collective sur cette dimension-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, pardon, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'auto-amélioration, c'est-à-dire comment est-ce que je peux maintenant, j'ai eu des recommandations ou pas, on peut aussi proposer évidemment accès directement à l'application d'amélioration pour aller trouver des techniques prouvées scientifiquement qui permettent de mieux se gérer. Donc notamment éviter un burn-out, notamment donc mieux gérer son stress, mieux gérer son anxiété, mieux dormir, voilà, améliorer son humeur, améliorer ses interactions avec les autres, améliorer sa motivation, avec des choses aussi positives. On a des choses sur la gratitude, mais c'est vraiment de se dire, ok, on va recentrer le débat aussi à un moment sur, tiens, mais voilà, il peut m'arriver plein de choses négatives, il arrive sûrement plein de choses négatives dans le monde, on sait c'est le changement climatique et tout ça, mais c'est pas une raison pour mal le vivre. Comment est-ce que je peux faire pour quand même vivre correctement? Parce que ça va servir à rien, évidemment, de penser toute la nuit au changement climatique. Donc, à un moment, il faut voilà pouvoir prendre des actions par rapport à soi-même pour se sentir de nouveau en contrôle des choses et améliorer son quotidien. On a évidemment aussi d'autres choses, des exercices de respiration, des défis à compléter, et c'est quelque chose qu'on met à jour régulièrement. Donc, on a même des webinaires enregistrés, on a voilà, plein de choses qui permettent de, voilà, petit à petit s'améliorer. Maintenant, dans certains cas, c'est pas suffisant, ou bien certaines personnes préfèrent simplement aussi avoir un travail humain, et à ce moment-là, on a cette possibilité d'aller vers un soutien humain. Ça peut être dans l'entreprise aussi, l'organisation. Ça peut être aussi via un système de matching qu'on a créé, parce que je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais trouver un psychologue, c'est compliqué, parce que sur Facebook, les gens mettent pas, tiens, j'ai un psychologue, il est super, et ils demandent pas non plus, tiens, est-ce que vous connaissez un psychologue? C'est un peu tabou. Et sur Google, on a 150 résultats de recherche avec des mots qu'on comprend pas, TCC, ACT, etc. Les psychologues sont pas des bons marketeers non plus. Et donc, en fait, on fait rien finalement. Voilà, on continue comme ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment un système qui analyse les besoins, les préférences de chaque personne, les besoins sur le type de problématique, les préférences online, présentiel, quelle distance, si c'est présentiel, etc. Et on propose 2-3 profils qui correspondent aux besoins de la personne. Et donc, on a un réseau d'une quarantaine de psychologues en Belgique, toute la Belgique, qui permet de voir, tiens, bah oui, ça, c'est une personne qui me convient, je peux voir son profil, je peux lire et je peux prendre action. Et donc, on a beaucoup plus de gens qui prennent action aussi grâce à ça. Donc, c'est des choses simples, mais comme vous savez, le digital, c'est une solution, c'est une collection de choses simples qui, mises ensemble, font une grosse différence. Comme vous l'avez vu dans l'expérience, vous l'avez sans doute expérimenté, si vous vous souvenez de la banque d'il y a 20 ans et la banque d'aujourd'hui, c'est plus vraiment la même expérience. Donc c'est vraiment important que chaque détail soit bien travaillé pour rendre tout ça plus facile d'accès. Et l'employeur peut financer en général 6 sessions, donc on enlève aussi la barrière financière. Il y a des remboursements qui existent mais qui sont insuffisants, qui ne sont pas pour tous les psychologues. Et donc nous, on simplifie ça en disant, voilà, vous en faites pas, vous avez 6 sessions qui sont prises en charge. Et donc cette barrière financière qui peut être importante aussi pour des personnes qui n'ont pas des gros salaires, parce que c'est vite 60 € la séance, cette barrière-là, elle tombe aussi. Donc ça, c'est la troisième point. Et là, le dernier point, c'est la promotion de la santé mentale, où là, c'est un peu plus du service et de la communication. C'est du customer success, comme on dit dans le monde logiciel. Il y en a toujours un peu, parce que c'est quasiment toujours. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que la solution aussi, elle fonctionne, elle est utilisée. Il y a les ambassadeurs, il y a des bonnes pratiques, il y a des sessions avec des psychologues. Donc voilà, nous on fait ça beaucoup avec des partenaires. On a une boîte quand même plutôt technologique à la base. On vend des licences, mais on estime que c'est important aussi de faire vivre la solution dans l'entreprise pour qu'elle soit, qu'elle ait l'impact qu'on veut qu'elle ait.
Et donc voilà, ça couvre un petit peu tout. Avec un point différenciant qui est important aussi, c'est que peut-être qu'il existe effectivement des solutions pour certains aspects. Encore en Belgique, il y en a très très peu. Sur l'auto-amélioration, peut-être un peu plus sur les enquêtes, évidemment, ça vous avez sûrement déjà vu, mais pas forcément les enquêtes avec des recommandations. Mais ce qui est intéressant, c'est l'intégration. Comme je disais, c'est on part d'une enquête, on arrive à une recommandation, on prend action sur base de recommandation immédiatement, en apprenant une technique. Et si c'est pas suffisant, que sur ce problématique-là, on y tient, on m'a conseillé de faire le burn-out, l'apprentissage de comment éviter le burn-out, mais je me rends compte en faisant une auto-évaluation que je suis à haut risque de burn-out, je vais vers un psychologue, je suis guidé vers un psychologue. Donc les gens sont vraiment pris en main de A à Z. Et si on se rend compte qu'il y a 10 personnes dans un département qui sont en risque de burn-out, les ressources humaines peuvent prendre action. On dit, oh là, il y a vraiment un problème, il faut qu'on aille voir le manager. Et là où ils sont ravis, c'est que au lieu d'avoir des anecdotes en disant, écoute, on a beaucoup de plaintes, et qu'est-ce qui se passe? Et les gens disent, t'inquiète, c'est toujours les mêmes qui se plaignent. Là, on a des faits, on peut dire, mais par rapport aux autres départements, vous êtes vraiment en situation problématique. Et donc, les ressources humaines adorent pouvoir avoir cette approche parce qu'elle est beaucoup plus forte quand ils doivent traiter de problèmes plus importants. Super. Voilà. Merci Alexandre. Je crois que c'était déjà très complet comme proposition de produit. Maintenant, la question suivante, un petit peu, où en êtes-vous? Quel est le modèle? Comment fonctionne le modèle? Et je rajouterai à ça une question qui a été posée par Selam, ce que je remercie beaucoup. Quel est le coût pour une société, disons, une société d'une taille de 80 personnes? Quel est le coût que vous facturez pour ce type de produit? Mmh. Alors, donc le modèle, c'est un modèle d'abonnement aux entreprises. Donc, c'est les entreprises qui payent un abonnement pour mettre Evolino à disposition de leurs employés. Et donc, voilà, le tarif varie évidemment. Une grande entreprise, on a des clients comme, je sais pas, un Proximus ou un vous, va payer moins cher évidemment qu'une petite une PME. Alors, je dis évidemment moins cher par employé. C'est au total, ils payeront quand même moins cher évidemment, mais le prix par employé est évidemment dégressif, hein. Il y a des effets de volume des grandes entreprises. Et donc, et aussi parce que la communication est toujours un peu plus évidemment prend un peu plus de temps, un peu plus compliqué. Donc, on a des tarifs qui sont dégressifs. Et donc, voilà, on a signé aujourd'hui 23 clients qui représentent environ 78 000 employés, environ 300 000 euros de revenus récurrents. Donc, c'est vraiment des abonnements. Et ça qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est que on a des clients, ou alors on perd des clients évidemment. Et je dis pas qu'on a une rétention évidemment qui peut varier, mais qui est très bonne pour l'instant, qui est excellente. Parce que c'est un investissement continu dans la santé mentale. C'est ce que nos clients disent, c'est pas quelque chose qu'on fait juste un an. Le monde évolue, la société évolue, les gens ont des problèmes privés parfois ou professionnels, de mobilité, de promotion, et donc de gros projets qui tombent. Et donc voilà, c'est important d'avoir cet investissement continu. Donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui 300 000 euros de revenus récurrents. Donc c'est la somme des abonnements. Et il faut savoir qu'un abonnement, c'est essentiellement de la licence, et donc c'est une marge aussi importante, quoi. À côté de ça, nous avons été donc reconnus comme solution numéro 1 B2B, dans le cas d'une revue scientifique qui a comparé une douzaine de solutions de santé mentale disponibles en français, faites par l'Université de Lyon. Et on est sorti comme étant la meilleure, notamment en termes d'impact aussi, d'impact perçu. Donc tu n'as pas de réponse concrète à donner à Selam. Ça dépend de la taille de son entreprise. Mais voilà, on varie. On a prévu en moyenne, gérer dans le plan financier, autour de 40 euros par an, par employé par an. Donc c'est pas un gros montant, hein. On est sur des montants tout à fait raisonnables quand on compare au coût salarial, évidemment. D'accord, Voilà. super. Pour ce qui garantit le succès d'une entreprise, souvent et avant tout, c'est les ressources humaines dont elle dispose. Et en l'occurrence, donc la question logique, naturelle à poser à Evoluno aujourd'hui, pour tous les investisseurs qui nous écoutent. Qui êtes-vous? Comment est composée votre équipe? Comment êtes-vous backé? Qui sont vos partenaires? Alors, on a la chance d'être bien entouré. Donc, j'ai mis quelques logos, mais je pense que d'abord c'est les personnes. Et donc on a voilà, bon, Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais me présenter. Et donc parce que je suis aussi en haut à gauche. Mais donc voilà, j'ai une expérience entrepreneuriale. J'ai fait d'autres entreprises. J'ai une expérience comme consultant aussi. Dans l'assurance comme cadre, c'est là aussi que j'ai vu vraiment le besoin était flagrant chez PNV Assurance et chez Odoo, la société logicielle que vous connaissez
sans doute, hein, des pépites wallonnes, comme on dit souvent, dans tout ce qui est logiciel d'entreprise, où j'étais voilà, directeur marketing. Et donc, voilà, moi, je m'occupe plutôt finalement financement, partenariat et marketing. On a Jonathan Javot, qui est un ancien de Google, qui nous a rejoint et qui est responsable de tout ce qui est growth, hein, donc commercial. Et Gilles, qui est un vrai vraie tête, on va dire, mais hands-on, c'est-à-dire que c'est lui le lead développeur pour l'instant. Il a un gros parcours, notamment en thèse en statistique, postdoc en machine learning. Donc voilà, si on parle d'experts en AI, là on en a un dans l'équipe et c'est quelque chose sur lequel on va évidemment travailler dans le futur aussi. Et avec Mathieu, qui est également aussi fait une thèse en management à l'ULB. Et on est accompagné d'un psychologue à temps partiel, et Gilles Altello, qui est voilà, auteur, superviseur, expert sur tout ce qui est ACT, donc c'est thérapie de Acceptance et Commitment Therapy, pour ceux qui connaissent, et également gestion de la colère. Donc, il y a un gros sujet d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de conflits d'entreprise, et donc voilà, donc ça c'est bien d'avoir son expertise. Et donc on est entouré d'un board, notamment Xavier Pensard, qui était directeur opérationnel chez Odoo, enfin directeur commercial opérationnel pendant 10 ans, il a accompagné toute la croissance d'Odoo. Baudouin Van Mal, qui est plutôt spécialiste voilà, financier, stratégie, investissement, et Claire Munk, dont certains connaissent peut-être, qui est la CEO de B-Angel, hein, puisqu'on a eu des investissements de Business Angel, notamment via aussi Anne et Baudouin, qui sont dans le réseau. Et donc voilà, et je voulais aussi présenter Anne Cambier, Anne, qui est normalement est avec nous, et donc je voudrais peut-être la laisser se présenter, si elle peut nous rejoindre on stage. On va essayer. Je vois que c'est Anne à cliquer sur... Voilà, Anne, si tu peux accepter la demande de joindre. Je propose de continuer et de voir si elle parvient si à rejoindre. Oui. Donc, ok, mais donc je ne suis pas arrivé à laisser le menton, mais à l'inviter, mais parce que je n'ai pas le bouton. J'ai Getting Ready. Non, c'est à elle, je pense. Oui, c'est à toi d'inviter, d'accepter l'invitation que tu as reçue. Mais donc voilà, et en dessous, en attendant, effectivement, on a aussi du soutien à l'incubateur Real Venture, qui est un incubateur de santé digitale qui est soutenu aussi par les gros acteurs de l'écosystème de santé. B-Angel, comme j'ai mentionné, Finance Invest Bruxelles, qui a investi avec Digital Attraction et Invest BOE en 2021. Donc, on a déjà eu un tour de financement en 2021. Et donc, on a un soutien. Alors, c'est intéressant parce que Digital Attraction, c'est plutôt du côté NO. Invest BOE, ben, c'est Brabant Wallon, comme vous l'avez sans doute deviné, et Bruxelles. Donc, on est sur plusieurs régions. On est sur les 2 régions. Ce qui est intéressant aussi, parce que voilà, ça montre qu'il y a un souci de s'occuper de la santé mentale qui va au-delà des préoccupations d'une seule région. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà, je vois Anne nous a rejoint. Oui. Bonjour Anne, on te laisse la parole. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Anne. Donc, je suis active dans les ressources humaines. J'ai été directrice des ressources humaines. Et puis, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, j'accompagne les ressources humaines. Et donc, j'ai investi dans Evoluno en 2021 parce que je suis vraiment convaincue. Ben, on est face à un problème pour les entreprises qui est très, très compliqué à résoudre. Et c'est vraiment un enjeu sociétal. Donc, je pense que c'est un projet qui apporte beaucoup et qui apporte en fait à l'entièreté de l'écosystème. On apporte voilà, une aide pour les gens qui sont eux-mêmes, qui doivent veiller à leur propre santé, mais on apporte aussi une solution pour aider le manager, le RH, et permettre toute cette communauté finalement ensemble pour aborder ce point de la santé mentale qui, comme l'a dit Alexandre, est un point qui est vraiment très très important. Donc moi j'ai été très séduite, et je le suis toujours, puisque je suis quand même aussi dans le conseil d'administration, donc je suis attentivement à l'équipe. Et donc au sein du conseil, on est très présent, hein. Je pense qu'on a 8 à 10 conseils par an. Puis voilà, on voit vraiment très souvent l'équipe qui a l'avantage d'être hyper diversifiée dans ses profils. Hein, comme Alexandre l'a montré, ben en fait, il y a des gens qui sont très techno, et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'humain, et puis il y a cette expérience en entreprise qui permet vraiment d'aborder la problématique et de se mettre dans la peau des personnes. Donc voilà, moi je suis là pour aussi répondre éventuellement à une question si vous le souhaitez, mais je vais vous laisser le cours
du scénario. Voilà. Merci Anne. J'ai entre-temps une question qui nous est venue à nouveau de Céla, mais encore merci à lui. À propos de vos partenaires et autres, vous cherchez des investisseurs, bien sûr, des investisseurs financiers, mais si je comprends bien la question, elle pose la question de savoir si vous cherchez du smart money également, dans le sens d'investisseurs qui ont une valeur ajoutée à donner en termes d'expertise industrielle dans votre domaine. Oui, ça dépend de quelle expertise aussi, évidemment, mais on est toujours intéressé d'avoir des avis de personnes qui connaissent bien l'industrie. Je dirais que une des priorités, ce serait sans doute d'avoir une expertise internationale aussi, parce que ça, on connaît bien maintenant l'écosystème belge et on peut encore mieux le connaître, donc on est quand même ouvert là aussi. Hein, mais je dirais, ce serait intéressant de voir petit à petit avoir quelqu'un qui peut nous aider sur l'internationalisation, par exemple. Ok, ça va. Merci beaucoup. Next question, Alexandre, Anne. Simplement savoir quel est votre fonds de commerce aujourd'hui, quels sont vos clients aujourd'hui, quels sont vos clients prospects de demain, pour avoir une idée un peu avec qui vous frayez. Ok. Donc voilà, on a effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des clients assez différents, à la fois en termes de taille, en termes d'industrie, en termes même de géographie, puisqu'on a des clients aussi qui sont en dehors de la Belgique. On a même un client qui n'a pas du tout d'employés en Belgique, hein, donc on a vraiment acquis parce qu'il voulait cette solution digital first, il voulait quelque chose de moderne. Donc ça montre qu'on a quand même une approche moderne qui est peu présente dans le monde. Alors j'imagine qu'on trouve des concurrents si on cherche bien, mais il y en a probablement quelque part. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses disparates qui existent, il y a des choses sur l'assistance évidemment, des choses sur le monitoring évidemment, mais par contre avoir cette solution intégrée, ça c'est vraiment très très rare. Avec cette approche digital first qui n'est pas encore très très répandue dans le monde de l'aide psychologique. Hein, on va plutôt vers des numéros d'appel. Donc voilà. Mais donc en termes de type de clients, on a des clients dans le retail comme MediMarket, comme Hermès sur le Benelux et les pays nordiques. Des clients plutôt conseil digital comme McKinsey, Arcans, System, etc. Ou logistique comme Alenus ou telco comme Proximus et vous. Et on a également beaucoup de clients dans le secteur public, notamment le service des pensions. On a un accord pour l'ensemble des fonctionnaires fédéraux aussi qui ont accès à Evoluno, donc on parle quand même de dizaines de milliers de personnes. C'est un accord cadre avec Bosa. Et de plus en plus en Flandre aussi, donc on se développe aussi bien en Flandre. On a Digital Vlaanderen, Wallenus, je crois que j'ai mentionné, c'est flamand. Et donc voilà, en termes de géographie, c'est diversifié. En termes de taille, c'est quand même plutôt 50 personnes et plus. Qui est, mais voilà, en général 1500, 2000, avec quelques exceptions. Mais notre cœur de cible est plutôt là. Hein, pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui sont déjà suffisamment grandes pour nous rentabiliser le coût de vente, tout simplement, qui a un panier suffisamment important. Et deuxièmement, pas trop grand non plus, parce qu'on sait que les plus grandes entreprises, elles aiment bien faire le shopping gauche à droite, voire intégrer des choses en interne, et donc c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu notre sweet spot. Question subsidiaire, alors dans ce contexte-là, au niveau international, est-ce que c'est facile pour vous d'aller prospecter en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, ou bien est-ce que la barrière de la langue, d'une part, de la culture et puis de la réglementation sociale rend les choses assez compliquées? Alors, la barrière de la langue, c'est clair, il faut en tenir compte, évidemment. On est sur 3 langues aujourd'hui, français, anglais, néerlandais, donc ça nous permet de toucher des sociétés internationales pour lesquelles la langue de travail est l'anglais. Maintenant, j'ai vu que voilà, Spotify vient de lancer un système de podcast où c'est traduit dans la même voix que la personne, dans toutes les langues. Donc les progrès, pour l'instant, en intelligence artificielle sont juste hallucinants. Donc voilà, peut-être que voilà, je dis aujourd'hui c'est compliqué, peut-être que demain il faudra juste faire 3 clics et on aura tout notre contenu qui sera traduit dans 20 langues. Donc évidemment, ça change la donne, ça change la donne pour les autres aussi, évidemment, peut-être sur d'autres marchés. Mais je pense pas que la barrière technique ni la langue sera le problème principal. C'est plus effectivement la culture et s'assurer qu'on a une solution qui rentre bien aussi dans les cadres d'autres pays. Mais vu que on est sur nous un rendement sur investissement aussi business, voilà. Alors c'est pas forcément la meilleure raison de le faire, hein, on est d'accord, mais on n'est pas uniquement dans le cadre légal. On est dans quelque chose qui est valable pour toutes les entreprises partout dans le monde. Il faut investir dans la santé mentale. Tout le monde reconnaît. Le stress, Gallup a encore fait une étude récemment, le stress global augmente depuis 10 ans.
sans s'arrêter. Donc, enfin, j'imagine qu'un jour ça va s'arrêter. Et donc, on voit que la problématique, elle est partout, elle est là sur tous les continents, toutes les entreprises, et donc, et le type d'action est vraiment la même chose, puisqu'on parle de santé mentale, on est des humains, on partage quand même grosso modo le même patrimoine génétique et les mêmes difficultés dans le monde de l'entreprise. Donc le besoin, en tout cas, il est partout. Et l'adaptation, bah, elle sera nécessaire, c'est clair, évidemment, à la culture locale, peut-être avoir des psychologues locaux. Donc, on va pas aller n'importe où au hasard, évidemment. On est en train d'investiguer plutôt la France et UK notamment en priorité. Ok, super. Je veux me permettre de faire un petit retour en arrière pour poser encore une question qui est posée par Selam, à qui j'adresse toutes mes excuses pour avoir confondu le genre. Alexandre, qu'est-ce qui vous différencie dans le produit que vous offrez par rapport à d'autres plateformes telles que BetterHelp ou Office Vibe, que je suppose que tu connais, moi je ne connais pas. Oui, alors BetterHelp, ils sont très centrés sur, c'est plutôt une plateforme à la base de chat avec des psychologues. Bon, ils sont diversifiés aussi, évidemment, hein, et donc nous, on a l'approche clairement self-care aussi qui vient d'abord et qui est plus importante chez nous. On tombe pas sur ses concurrents aujourd'hui, ils sont des concurrents américains, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des grosses sociétés évidemment qui existent, c'est de l'ARA, Modern Health, mais même les petites, on a vu une moyenne, on va dire, qui fait quand même quelques millions de chiffres, qui grandit encore de 70%. Donc la demande est tellement énorme qu'il y a la place encore pour beaucoup d'acteurs. À condition évidemment de choisir sa niche. Des acteurs comme Lyra Health ou Modern Health, etc., ils vont sur des grosses sociétés, des Facebook, des Microsoft, et là on sera pas compétitif. Par contre, le marché, bah, il y a voilà, en Europe il y a 8 millions de PME. Donc c'est pour vous dire un peu la taille du marché, elle est énorme. Et Office Vibe, en fait, on les a remplacés maintenant chez un client qui s'appelle Silver Square. Pourquoi? Parce que c'était plus utilisé. C'est un outil plutôt de baromètre, et les baromètres toutes les semaines, tous les 15 jours, avec 5 questions pour voir quelle est notre météo intérieure. Bah, au bout d'un moment, les gens répondent plus. Donc c'est pas une approche qui fonctionne à terme. Ok, je te laisse continuer dans les slides là, parce que tu n'avais pas encore terminé la réponse au type de clientèle. Oui, donc bref, si j'avais pratiquement terminé. Je pense que voilà, c'était ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle est assez diversifiée. C'est aussi ça l'intérêt, je pense, dans l'investissement d'impact. C'est à la fois il y a la récurrence, il y a la marge, mais aussi une diversification des revenus. Donc on peut se permettre de perdre des clients. On n'est pas un gros client qui est responsable pour 50% de notre chiffre. Et donc ça nous donne vraiment une solidité aussi pour faire face avec cette combinaison de marge, de récurrence et de diversification pour faire face à effectivement une obligation, voilà. Et on reviendra sur le plan financier. Donc ça, c'est aussi important de garder à l'esprit que on dépend pas on n'a pas un risque par rapport à une clientèle trop étroite. Au fait, vous avez deux types de clients, hein. Vous avez les entreprises qui sont celles qui sont les véritables clients à qui vous facturez, et puis vos clients finaux, ce sont le personnel. Comment est-ce que ceux-là évaluent les uns et les autres le service que vous offrez? Alors oui, c'est important, effectivement. Donc c'est sûr que nous, on veut toucher les gens. On est dans la santé, donc l'entreprise, l'organisation, c'est un moyen pour une fin, c'est d'améliorer la santé des gens, et donc qu'ils soient employés, ouvriers ou indépendants, parce qu'on a aussi parfois travaillé avec le CESI notamment et l'UCM auprès des indépendants dans un projet pilote. Et donc c'est vraiment, on a beaucoup d'évaluations très positives. Ici il y a quelques chiffres, hein, je vous laisserai lire, mais 96% qui évaluent leur expérience de bonne à excellente, 97% qui trouvent que Evolino les a aidés, et puis les gens se sentent mieux, plus productifs, plus focalisés, moins stressés, moins anxieux, positifs, enthousiastes, et ils valorisent le côté concret, hein, effectivement dans le pragmatique, facile, accessible évidemment quand on veut, c'est le digital, et avec beaucoup de contenus très variés. Donc on a cette gamme de contenus, on a ces approches concrètes, et on apporte vraiment une pierre à l'édifice qui n'existait pas ou peu, et que les gens apprécient réellement. Lorsque tout le monde utilise Evolue dans l'entreprise, non, évidemment, on ne vise pas non plus tout le monde, on vise une partie, et d'ailleurs qui vient après, c'est les personnes qu'on appelle les personnes à risque. Enfin, je l'ai mentionné au début, avec l'étude de Sciences à nous, on parle d'environ 15%. On oscille plus ou moins pour les meilleures entreprises, autour de 7% de gens qui sont vraiment à risque de développer des difficultés graves, hein, type burn-out, dépression ou autre, jusque 20% dans ces entreprises, parfois plus. Et donc là, il y a que deux exemples. MediMarket, on était à 15%, on est passé à 7% grâce à Evoluno. Donc la diminution de moitié des personnes à risque et de 10 à 7% chez Hermès. Donc c'est vraiment un des facteurs clés.
Et c'est là-dessus qu'on va avoir évidemment le plus d'impact, même si on ne dit pas attention, c'est pour les personnes à risque. On préfère pas. On veut que ce soit disponible pour tout le monde et surtout que tout le monde se sente le droit et l'envie d'utiliser Evoluno. Et donc on vise voilà. Mais derrière, effectivement, l'impact il est évidemment d'abord chez les personnes qui en ont le plus besoin, qui sont ce qu'on appelle les personnes à risque de troubles graves. Et le marché, qu'est-ce que ça représente a priori quand, enfin, c'est sans doute difficile à quantifier, mais quand même, Oui. vous avez dû faire quelques analyses sur le marché, entre guillemets. Oui, alors c'est vrai que la question des marchés, c'est un peu une question toujours piège, hein, parce qu'il y a toujours plein de manières de définir les marchés. Et moi, je suis pas non plus fan de m'attarder trop sur ces questions-là, parce qu'on sait, comme je vous l'ai dit, hein, par les 8 millions de PME, etc., on sait qu'on est sur un marché qui est énorme et qui sera pas à bottleneck, on n'est pas sur une niche thérapeutique avec une application hyper restreinte. C'est non, c'est toutes les entreprises, en tout cas d'une certaine taille, un peu partout dans le monde. Et alors, il y a des études qui montrent qu'effectivement, le marché de ce qu'on appelle le corporate well-being, donc le bien-être en entreprise, est en train de grandir évidemment très fortement. De 28 milliards, c'était évalué en 2021, 55. Donc, on va multiplier le marché par 2 d'ici 2030, ce qui est énorme hein, pour les marchés. En général, quand ils grandissent de 3 à 5% par an maximum. En général, c'est plutôt 2-3%. Et donc là, on est vraiment c'est considéré comme un marché vraiment en forte croissance. Donc il y a un marché d'adoption, il y a des places à prendre. Donc voilà. Et on voit aussi aujourd'hui pour nous, c'est qu'effectivement il y a ce besoin qui est mal comblé en entreprise. Quoi. Donc, si vous avez 1% du marché, vous êtes bien, quoi. Voilà, on sera déjà content avec 1% du marché, effectivement. Alors, dernière question essentielle quand même pour les investisseurs, en tout cas, et surtout les investisseurs financiers. Vos chiffres, peut-être présenter les chiffres historiques. Je ne sais pas si tu les présentes en lien avec les prévisionnels ou bien si tu fais l'un et puis l'autre, mais je pense que c'est Ici, important. on a mis quand même 2022. Alors, c'est vrai que 2022, c'était une année d'investissement R&D aussi. Comme vous voyez, la suite qu'on a, elle s'est pas faite malheureusement toute seule. Elle a fallu investir du temps et des sous pour avoir une suite logicielle qui est maintenant là, qui existe, qui fonctionne, les clients sont contents. On va continuer à investir, évidemment. Hein, aujourd'hui, personne ne peut se permettre de ne pas investir en R&D, mais avec un degré modéré, on va dire. Hein, c'est pas forcément, on va pas révolutionner tout ce qu'on a fait. On va continuer à faire progresser notre solution, peut-être ajouter des modules hein, en fonction aussi du subside qu'on aurait, parce que la R&D est subsidiable, et donc ça va nous permettre d'avancer. Le gros de la demande, du financement, il est sur la croissance. Pourquoi? Parce que voilà, il faut imaginer que chaque licence c'est une petite rivière qui vient nourrir un grand fleuve. Et que pour vendre ces petites rivières, et par contre, voilà, ça prend un peu de temps. Il faut investir dans la vente, dans des vendeurs qu'il faut former, qui vont avoir un temps de X mois pour arriver à maturité. Et donc, grâce à ces investissements, on peut aussi progresser. Mais c'est des licences et donc c'est de la marge est forte. Et à un moment, on commence à voir son destin en main. Donc en 2022, voilà, on avait évidemment, comme je disais, beaucoup d'R&D, grosses pertes, un bon niveau de cash. On espère terminer voilà, avec la levée, évidemment, ici, sur aussi une forte position en cash. Et des revenus qui s'approchent du million d'euros en 2024. Ici, vous voyez, 953 000. Donc là, c'est un peu un point clé, parce qu'à ce moment-là, quand on arrive à ces niveaux de revenus, on a notre destin en main. C'est-à-dire qu'on peut, parce que vous pouvez imaginer 70% de marge là-dessus, ça fait 700 000 euros de cash qui peut être investi en R&D, qui peut être investi en croissance, évidemment, et qui sera en croissance supplémentaire. Mais on peut aussi se dire à un moment où là, hein, imaginons une grosse crise, on fait le gros dos, et à ce moment-là, on est rentable. La position de cash, elle va rester quand même assez élevée, c'est-à-dire qu'on prévoit quand même d'avoir un coussin de cash suffisamment important pour justement faire face aux crises et pouvoir faire face aux créanciers. Donc voilà, on n'a pas envie de prendre trop de risques là-dessus. On y va avec prudence, mais avec des ambitions quand même fortes, évidemment. On n'est pas là pour non plus rester dans notre coin et faire une petite société belgo-belge, mais pour avoir quand même une grande société, mais à un rythme qui est humain, on va dire. On n'est pas dans le blitzscaling, comme diraient certains. Super. En ce qui me concerne, je crois que j'ai fait le tour de quelques des questions que j'avais. Je ne sais pas si... oui, il y avait encore c'était ce que j'expliquais oui. sur le coût d'acquisition et les finances, mais c'est vrai que voilà, parce que c'est important de voir la finance au niveau macro, mais c'est aussi important de voir au niveau micro. C'est-à-dire, et en logiciel, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la technologie, ce qui est important, et peut-être paradoxalement, hein, c'est que même si les gens achètent le logiciel, nous, ce à quoi doit faire attention une société de logiciel, c'est plutôt le coût d'acquisition du client. C'est-à-dire combien ça me coûte d'acquérir un nouveau client. Il ne faut pas que le coût d'acquisition soit trop élevé
par rapport à la LTV, Lifetime Value. Donc, c'est qu'est-ce que le client rapporte sur sa durée de vie. Donc, s'il reste 4 ans, 5 ans, ici, on a fait une hypothèse de même 4 ans assez conservatrice. Et donc là, c'est plutôt positif, quoi. C'est-à-dire que investir pour avoir un client, le CAC, hein, c'est autour de 9 000 euros, mais il nous rapporte autour de 46 000 euros, ce client. Donc oui, il faut investir pour l'avoir, mais il nous rapporte beaucoup plus que ce qui nous coûte. Et donc ça montre qu'on a un business model aussi qui est sain. C'est quelque chose qu'on doit revoir, qui va évoluer, évidemment, on est encore tôt, mais ça montre que notre investissement en commercial, il rapporte. 1 euro investi en vente, on rapporte 4. Donc, et donc ça, c'est vraiment important. Alors ici, j'ai des questions aussi. Je vais peut-être... j'ai 2 questions de Alain. Comment expliquer que d'après le dossier des répalés, les coûts commerciaux baissent peu en prévision des futurs? Pourquoi prévoyez-vous que les nouveaux clients à venir pèsent de moins en moins dans les années futures? Alors, sur les coûts commerciaux, oui, ils baissent peu parce que ça reste quand même une vente classique. On reste sur une vente d'humain à humain. Hein. On parle ressources humaines, on parle de donner une solution à tous leurs employés. Et donc, on ne pense pas que c'est quelque chose qui va s'acheter en ligne d'ici peu. Après, si ça s'achète en ligne, tant mieux, hein, si les gens vont sur notre site et achètent, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est même pas possible aujourd'hui et on pense que ce serait c'est pas la peine d'investir là-dedans non plus parce qu'on aurait trop peu de ventes. Et donc, ça explique que voilà, ça reste marginalement, évidemment, le coût d'acquisition n'évolue pas tellement vers le bas. Alors, on sera plus productif, on sera meilleur à la vente, on aura un meilleur taux de conversion. Donc, on pourrait imaginer que ça va diminuer et on l'a pas prévu pour être conservateur dans le plan. Et alors que les nouveaux clients à venir pèsent de moins en moins dans les années futures, normalement, ils pèsent quand même pas mal. Maintenant, on a pris un plan, comme je l'ai mis avant, on a fait un plan où on s'autofinance à partir de cette levée. Mais quand on s'autofinance, voilà, un commercial, il doit être financé avec le cash qui est généré par la société. Au bout d'un moment, hein, on a un coussin de cash, mais donc ça veut dire qu'il faut attendre d'avoir, je sais pas, 50, 60 000 euros, ce que coûte un nouveau commercial, avant de pouvoir en engager un. C'est pour ça que la croissance est du coup peut-être pas aussi rapide que si on avait demain 10 millions. Maintenant, on pense évidemment à faire cette levée aussi, mais on veut pas non plus vendre un chat dans un sac en disant, écoutez, voilà, on fait ça et dans un an, il y aura une levée de 10 millions et tout ira bien. Donc, on préfère vous dire, voilà, le business, il est tenable tel quel, il est pérenne. Après, dans 18 mois, on aura cette possibilité et on va sans doute aller vers les marchés pour lever plus d'argent, pour accélérer, donc revoir notre plan financier avec quelque chose de beaucoup plus agressif, hein, au-delà de 2024, ce qu'attendrait un investisseur professionnel, évidemment. Et donc, mais voilà. Mais si ça marche pas, ou si pour une raison ou l'autre, voilà, il n'y a pas moyen, à ce moment-là, la société reste là. Elle est pérenne, elle est viable. C'est ça qu'on voulait montrer aussi dans notre plan financier. D'accord. Et alors, il y avait une question 2, je crois. Prévoyez-vous une limite de l'investissement dans les coûts opérationnels sous le recrutement des psychologues? Alors, oui, on a une certaine limite. Maintenant, ça va vite. On travaille aussi avec des partenaires déjà et on est en train de discuter avec des partenaires qui ont des réseaux de psychologues. Donc, on n'a pas forcément vocation à développer notre propre réseau nous-mêmes dans tous les pays du monde. Ce serait vraiment ça nous coûterait beaucoup plus cher. Et donc, on a aujourd'hui déjà des réseaux avec qui on travaille et on va sans doute continuer à le faire. Donc oui, donc ce sera la limite, elle sera là. C'est-à-dire que si on n'a pas la masse critique de clients, on va d'office se reposer sur un réseau. Si on l'a, on pourrait imaginer aussi d'avoir notre propre réseau. Mais pour l'instant, voilà, on est en train de voir un peu des options pour que ce soit le plus efficient possible et peut-être avoir un partenaire qui prend en charge cette partie-là et nous rester comme une boîte d'abord technologique. Oui. Et il y a encore une question de Selam également, question également intéressante sur la scalabilité. Donc, tout le modèle économique repose là-dessus, hein, sur le fait que c'est scalable et que peu à peu, je dirais, les frais d'investissement lourds seront répartis sur un nombre de clients qui croît de manière exponentielle. Mais la véritable question est comment, je dirais, quand même garder une qualité de service et répondre, être le plus près possible des besoins des clients malgré cette scalabilité. Pas la scalabilité, malgré le fait de croître de manière exponentielle. Oui. Et donc, en particulier, la question porte sur le fait de savoir quels sont les domaines dans lesquels vous espérez pouvoir vous améliorer encore dans le futur. Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, il faut rester en contact, rester proche des utilisateurs. C'est parfois un défi, évidemment, pour les sociétés qui grandissent. Mais ça demande, voilà, on a un expert produit UX/UI, des gens qui nous entourent, qui sont experts en UX/UI et même un
une des sociétés fondatrices. Et donc, on a vraiment cette ambition de rester très proche des utilisateurs. C'est pour ça aussi que la partie service, elle reste là. On gère nous-mêmes avec des psychologues, des webinaires. J'étais moi-même hier chez un de nos clients en service des pensions pour animer un workshop. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas le temps, mais voilà, on était en contact avec des middle management pour voir un peu comment ils vivaient le middle management, comment ils voyaient leur santé mentale. Est-ce qu'ils se sentaient pas toujours justement squeeze in the middle, c'était le thème du workshop. Et on leur proposait aussi des ressources aussi pour être mieux, mais ça nous nourrit aussi, évidemment, ça me nourrit sur qu'est-ce que ces gens vivent en fait et comment est-ce qu'on peut mieux les aider dans le futur. Et donc ça reste important, ça reste quelque chose sur lequel on va continuer à être impliqué directement. Maintenant, on travaille beaucoup, on vous travaille aussi avec des partenaires là-dedans parce que effectivement, on ne pourra pas le faire pour tous les clients, mais on veut garder ce contact avec cette partie user research, évidemment, comprendre comment les gens utilisent. On a beaucoup d'analytics liés à l'application, en gardant la confidentialité évidemment. Donc, on surveille de près les datas liées à l'application et on interroge régulièrement les utilisateurs avec des enquêtes de satisfaction ou voir ce qu'on va faire plus dans le futur aussi, c'est des calls avec les utilisateurs pour vraiment comprendre ce qu'ils vivent et comment Evoluno les aide ou pas pour certains. Super. Alors, je propose de clôturer avec une dernière question de Simon qui pose la question, là, tout à fait financière, enfin plutôt relative à la levée de fonds actuels, de savoir quel type d'investisseur vous avez pour le moment dans le pipe et est-ce que vous avez des engagements sérieux? Quelle est la date de closing prévue? Ok, oui, très bonne question. Donc on est en discussion, on a un engagement de Finance Invest Bruxelles, qui est aussi un peu comme aussi des min et des max, mais donc à raison de 100 000 €. Donc ils nous suivent ici ce tour-ci. On a d'autres engagements auprès des actionnaires actuels pour autour de 80 000 €. Et donc il faut maintenant finaliser. On essaie de synchroniser en fait les dates avec les investisseurs hors l'ITA, avec l'investissement l'ITA, donc autour de mi-octobre. On aimerait closer tout ça. Et donc, on a aussi quelques investisseurs qui vont investir peut-être en direct en dehors de l'ITA dans une obligation convertible et qui ne sont pas actionnaires ni investisseurs aujourd'hui. On en a quelques-uns aussi avec qui on est en discussion. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes sûr de 180 000 € auprès de Finance Bruxelles et de quelques investisseurs privés. Oui, il y en a beaucoup d'autres avec lesquels vous êtes en discussion et je veux dire, pour lesquels il est trop tôt sans doute de parler d'engagement ferme. Voilà, c'est bien résumé. D'accord. Ok, super. Je ne vois plus d'autres questions. Ça fait 45 minutes, 3/4 d'heure qu'on est occupé. Je pense que c'est assez long pour ne pas risquer de perdre une majorité. Je pense que c'était très clair. Merci beaucoup. Bravo en tout cas Alexandre et toute l'équipe. Merci beaucoup Anne pour votre présence également. Bedankt aan iedereen die dit heeft bijgewoond tot op het einde. Et j'espère que vous avez été convaincus et que vous allez pouvoir convaincre également votre entourage de rentrer dans cette aventure qui, à mon avis, vaut la peine d'être soutenue. Voilà, merci à tous. Dank u. Bedankt iedereen en tot binnenkort misschien. Merci. Au revoir. Merci.